Alors la première observation que je voudrais vous présenter est celle d'une patiente de 70 ans dont le diagnostic a été fait il y a à peu près 4 ans et dont le traitement de première ligne a consisté en un traitement conventionnel par 12 cycles d'une polychimiothérapie de type CHVP en association à l'interféron. Cette patiente a été en rémission complète pendant environ 3 ans après ce traitement. Elle a présenté une première rechute de la maladie, une rechute disséminée, pour laquelle elle a reçu un traitement par rituximab, 4 perfusions de rituximab espacées d'une semaine, et ce traitement n'a pas permis de réponse, c'est-à-dire qu'à l'issue de la première évaluation, environ 2 mois après le début du traitement, il y avait une stabilité des lésions et il y a eu une progression de la maladie à 3 mois du début du rituximab. Cette patiente nous a donc été adressée par son centre de référence pour une radioimmunothérapie par Zevalin, précisément dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché. Alors, vous avez ici la TEP, l'étude scintigraphique au FDG de cette patiente avant la radioimmunothérapie. Vous voyez qu'il y a une atteinte inguinale bilatérale prédominant à gauche et qu'il y a également une atteinte iliaque et une petite atteinte axillaire gauche. Donc à nouveau, une rechute disséminée de la maladie. Cette patiente avait également des signes cliniques d'évolutivité sous forme de sueur nocturne profuse, ne souhaitait pas la reprise d'un traitement par chimiothérapie et nous lui avons donc proposé la radioimmunothérapie. Le traitement s'est parfaitement bien déroulé, il n'y a pas eu de problème de tolérance, le nadir plaquettaire était aux environs de 131 000 par millimètre cube, donc aucun support transfusionnel, aucune toxicité infectieuse, et dès la 6e semaine, puisque c'est en général à ce moment-là que nous évaluons la première efficacité du traitement par radioimmunothérapie, vous voyez qu'il y a une disparition de tous les foyers initialement observés au niveau inguinal et au niveau axillaire. Nous avons pour cette patiente maintenant près d'1 an de recul et cette patiente est toujours en rémission complète persistante de la maladie. Donc c'est une parfaite illustration d'un cas précis de patiente en 3e ligne de traitement, réfractaire au rituximab, qui est en réponse complète de longue durée aux Zevalin. Une deuxième observation un petit peu plus complexe. Donc cette fois, c'est une patiente de 44 ans au diagnostic, là encore un lymphome malin non-hodgkinien de type folliculaire, disséminé au diagnostic, un stade 4 avec des critères de forte masse tumorale selon le GELF. Une patiente qui a également d'autres pathologies associées, notamment une thrombophilie familiale qui nécessite la prise de Préviscan au long cours. Cette patiente reçoit un traitement de première ligne par 4 cycles d'une polychimiothérapie de type CHOP. La maladie est stable à l'issue de ces 4 premiers cycles. On complète donc le traitement par une 2e ligne, permettant cette fois l'obtention d'une réponse partielle. Et pour cette patiente jeune en réponse partielle, on s'oriente dans un premier temps vers une intensification de traitement avec autogreffe de cellules souches périphériques. On lui administre donc une polychimiothérapie pour collecter des cellules hématopoïétiques sanguines et la quantité recueillie est insuffisante. Elle fait au décours de cette chimiothérapie un problème infectieux relativement grave et ne souhaite plus être traitée par cette ligne de chimiothérapie par autogreffe. Comme elle a obtenu une réponse quasi complète à l'issue de cette chimiothérapie de mobilisation, on la met en abstention thérapeutique et la maladie réévolue, là encore de façon disséminée, à moins d'1 an de l'arrêt de traitement, donc de la dernière ligne de chimiothérapie. Elle ne souhaite plus de chimiothérapie, on lui propose donc là encore un traitement par le rituximab, traitement conventionnel, et cette fois-ci une réponse complète est obtenue avec rituximab pendant une durée d'environ 3 ans. La maladie réévolue au niveau inguinal puis axillaire. On se dit que comme on a obtenu une bonne réponse au rituximab, on peut reprendre le rituximab. On lui propose néanmoins la radioimmunothérapie, mais elle ne souhaite pas une modalité thérapeutique innovante qu'elle ne comprend pas très bien en dépit des exposés. On repart donc sur le rituximab et cette fois-ci, cette 2e ligne d'immunothérapie s'avère totalement inefficace. La maladie progresse rapidement au décours de l'administration des 4 perfusions.
Elle accepte donc le principe de la radioimmunothérapie et voici la TEP avant traitement. Donc vous voyez une atteinte disséminée très importante, prédominant au niveau axillaire, bilatéral, mais également cervical et inguinal droit, avec des foyers en sous-diaphragmatique également. Donc une fixation intense en TEP, pour autant il s'agissait toujours d'un lymphome folliculaire, cette patiente n'avait aucun critère de transformation de la maladie. On administre la radioimmunothérapie et vous voyez qu'à 6 semaines de cette radioimmunothérapie, la réponse est très intéressante et bonne, mais elle n'est pas complète. On a une quasi-disparition de tous les foyers cervicaux et axillaires, mais il persiste une certaine activité inguinale gauche. Voici la TEP à 6 mois. On a l'impression qu'il y a une relative stabilité des lésions inguinales qui étaient résiduelles, peut-être la réapparition d'adénopathie axillaire, mais à l'époque, en scanographie, il n'y avait pas de contrepartie morphologique. La patiente était totalement asymptomatique, on décide donc de maintenir l'abstention thérapeutique. Et 9 mois après la radioimmunothérapie, il y a une progression avérée au niveau du scanner. Pour autant, la patiente n'est toujours pas symptomatique, on maintient le traitement, on maintient l'abstention thérapeutique et je l'ai revu il y a très peu de temps, cette fois-ci il y a une progression des lésions et nous allons donc reprendre une chimiothérapie. Ce qu'il est important de noter, c'est que la radioimmunothérapie a été efficace sans pour autant donner une réponse complète, que néanmoins, dans une situation de patiente relativement lourdement prétraitée et réfractaire au rituximab, il a été permis de ne pas reprendre de traitement pendant environ 9 mois. La tolérance hématologique a été excellente et donc nous pouvons maintenant, sans aucune arrière-pensée, reprendre une polychimiothérapie assez intensive, sans en attendre de toxicité importante. 2 cures ont déjà été administrées, sans problème. Nous allons à nouveau tenter de collecter des cellules souches périphériques et de repartir sur un programme d'intensification. Donc, un traitement après radioimmunothérapie est possible. Un patient qui nous vient donc de Perpignan, qui est discuté au niveau clinique en novembre 2001 et référé à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Il s'agit d'un lymphome folliculaire, un patient qui est né en 25, qui est en bonne forme et qui donc a un stade 4, grand A petit b, FLIPI égale à 3 pour ce type de lymphome. Le traitement initial proposé est donc un CHOP rituximab. On demande une vision et une évaluation après 3 cures et il est programmé 4 cures de CHOP rituximab. Il a une fonction cardiaque qui est parfaite. Le traitement est donc débuté à la fin de l'année 2001. Ces 4 cures se déroulent de façon normale. Et à l'issue de ces 4 cures, il est déclaré en réponse complète. Le stade 4 par la moelle osseuse s'est négativé. La moelle est donc indemne de toute pathologie et il n'a plus de ganglion. Il est en réponse complète, je me répète, objectivé par le scanner. À ce moment-là, pour compléter le traitement, en traitement d'entretien, 4 cures de rituximab additionnelles sont prescrites de façon mensuelle à cette époque et le patient est suivi régulièrement à la consultation de Perpignan. 20 mois plus tard, il rechute sur un mode localisé avec une adénopathie axillaire, une localisation sous-cutanée et le cas nous est de nouveau référé au niveau régional en réunion de concertation pluridisciplinaire. On programme une chimiothérapie. Ce traitement est complété par une radiothérapie locale sur la localisation cutanée à 30 degrés. Tout ceci dure, il est en réponse complète, et au bout de 24 mois plus tard, on est de nouveau en rechute avec une localisation également axillaire mais aussi inguinocrurale. La masse est importante, elle fait plus de 10 cm, elle progresse de façon régulière sur les 3 mois d'observation entre Perpignan et Montpellier. Et à ce moment-là, après discussion, toujours en réunion de concertation pluridisciplinaire, on propose un traitement par Zevalin compte tenu des antécédents du patient et notamment des chimiothérapies antérieures.
Il est clair que chez un patient né en 1925, on ne peut pas imaginer une seule seconde une chimiothérapie intensive. Donc on était obligé de discuter des traitements ayant une efficacité certaine. On exclut donc dans ce cadre-là les alkylants utilisés à dose simple, conventionnelle et isolée. On exclut donc le chloraminophène. On peut exclure le cyclophosphamide dans les mêmes posologies. Le CVP est une association également moins importante que le CHOP rituximab utilisé initialement. Le choix du Zevalin a toujours été avec une vision derrière de sa tolérance, de son efficacité, de l'encadrement. Finalement, tout s'est très très bien passé. Ce patient a gardé le sourire tout au long de son traitement. C'est le médecin de l'hôpital de jour qui fait la commande en liaison avec le radiopharmacien. Et on assiste donc à une prise en charge ambulatoire d'un patient venant de 150 km plus loin à Perpignan, ce qui est tout à fait intéressant. L'efficacité immédiate est évaluée 1 mois et demi après l'injection de Zevalin. Cliniquement, l'adénopathie qui faisait plus de 10 cm a disparu. Il a également une disparition au niveau de l'image tomodensitométrique. Il reste bien sûr à confirmer cette réponse par des examens tomodensitométriques et nous avons prévu également un PET scan prochainement au fil du temps, tous les 6 mois pour la première année et puis par la suite on essaiera d'espacer bien sûr cette surveillance dans la mesure où il restera en réponse. Le nadir des plaquettes est à 50 000 à la 4e semaine. Il a une petite diminution du taux d'hémoglobine à 10,5 g, sans obligation à recourir à des facteurs de croissance hématopoïétiques. Il a également, que ce soit l'érythropoïétine ou les facteurs de croissance sur la lignée blanche, puisqu'il descend à 1500 neutrophiles, ce qui est tout à fait compatible avec une vie normale. Il a continué à jouer aux boules tranquillement dans son village à côté de Perpignan durant toute cette période.